des entreprises du groupe à l'international et notamment sur la responsabilité vis-à-vis des salariés et des sous-traitants qui peuvent travailler pour nous complètement sur l'ensemble du monde. Donc, ces thématiques classiques, elles s'intègrent parfaitement dans notre politique de développement durable et elles se déclinent bien évidemment sur nos territoires au plus près du lieu d'exercice de nos activités industrielles. Alors, ce qu'on a souhaité faire pour que cette politique RSE elle soit vraiment lisible, à la fois de l'externe et à la fois de l'interne pour les salariés du groupe, c'est de la catégoriser en fonction des domaines de la raison d'être du groupe, qui est déclinée vraiment dans les territoires au plus près des entités. Donc, il y a 4 thèmes, 4 domaines sur lesquels nous intervenons. La neutralité carbone et la protection du climat. Et dans ce domaine-là, vous allez avoir toute la partie pédagogie, accompagnement des enjeux climatiques, que ce soit dans les classes, dans le mécénat territorial, par le biais d'études prospectives énergétiques territoriales et aussi autour de l'innovation. Concernant le deuxième thème, qui est la préservation des ressources de la planète, vous êtes particulièrement bien dans le thème ce matin avec la visite de KEMS. On travaille beaucoup autour de la biodiversité, notamment les passes à poissons, la protection des ouvrages, les barrages, mais également autour de l'économie circulaire, l'analyse des cycles de vie, la mobilité décarbonée, tous les projets qu'on est capable de mener autour de l'hydrogène et puis autour de la mobilité électrique. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur la construction et la performance énergétique des bâtiments. Donc, c'est quelque chose dans lequel on retrouve en fait l'ensemble de nos actions qui sont capables de vraiment travailler sur la préservation des ressources de la planète. Un troisième thème, celui-là qui est bien plus naturel dans la politique RSE, c'est le bien-être et la solidarité. Et on retrouve à l'intérieur de ce domaine l'emploi, l'insertion, l'orientation, l'éducation, toutes les actions en faveur de l'égalité et de la diversité, les achats responsables et tous les talents que l'on peut mettre au service du territoire via notamment les compétences de nos salariés qui sont capables de s'engager par le biais d'une plateforme collaborative qui nous permet qui nous a permis notamment pendant toute la période de contexte sanitaire un peu troublé que nous avons connu sur l'année 2020, de s'engager auprès d'associations directement pour faire du soutien scolaire ou de l'accompagnement social. Et enfin, le dernier thème qui est le développement des territoires, puisqu'on le sait bien aujourd'hui, les actions qui sont menées sur le territoire, elles sont très importantes, notamment parce que ça permet aussi de conserver l'image de nos ouvrages et sont capables d'implanter l'image du groupe au sein du territoire. Et donc, il y a tout un panel d'actions autour du développement de ce territoire par le biais de projets de grande envergure sur lequel EDF est capable d'accompagner de manière citoyenne en fait toutes ces actions. Voilà, en fait, on a vraiment souhaité, pendant toute cette année 2020 et 2021, vraiment rendre l'architecture de cette politique RSE très, très visible de l'externe et de l'interne, comme je vous le rappelais, puisqu'on peut être facilement noyé entre les objectifs de développement durable, toutes les actions que peuvent effectuer notre fondation du groupe. Et on a souhaité vraiment se dire, on a une ligne de conduite, c'est celle de la raison d'être du groupe EDF, et c'est celle-là qui doit déterminer en fait l'ensemble de nos actions. Et on essaye de couvrir un champ assez large, vous l'avez vu, mais quand même toujours en lien avec notre position un peu citoyenne d'un groupe d'une telle envergure sur le territoire. Je ne sais pas si j'ai été très claire ou si vous avez quelques questions sur le sujet. En tout cas, n'hésitez pas. On a encore 5 minutes sur le timing pour pouvoir poser quelques questions. Ah, j'ai dû être très claire. Non, vraiment. Ouais, dans tous les cas, on a prévu un quart d'heure de questions-réponses à la En fin fin de de l'ensemble ouais, de nos interventions, parce que peut-être qu'il y aura effectivement. des questions entre le concret qu'on va présenter sur KEMS ou sur l'agence que je représente et finalement les grandes lignes RSE du groupe EDF.
Oui, moi j'ai présenté vraiment la politique globale du groupe qu'on essaye de mettre sur les territoires. Après, évidemment, ça se décline sur l'ensemble des entités ou des activités industrielles qui sont menées sur notamment le Grand Est. Et effectivement, Lucas, qui représente la partie hydraulique, est très impliqué dans toute la partie biodiversité. On a dit tout à l'heure renaturation. Et c'est une des composantes qui constitue l'architecture de notre politique RSE. Voilà. Bonjour. J'ai peut-être juste une question que Oui. j'ai posée dans le chat, Guillaume Kaufmann, donc directeur d'initiative durable. Comme vous le dites, aujourd'hui, il y a un foisonnement d'angles par lesquels on peut prendre la stratégie RSE. J'ai peut-être pas vraiment été attentif, mais est-ce que vous pourriez rappeler la raison d'être d'EDF et peut-être aussi expliquer pourquoi ce choix de rentrer par la raison d'être plutôt que par les ODD ou par d'autres canaux? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Pourquoi en fait, on a une politique évidemment de développement durable avec des ODD et on a également une politique RSE qui s'est concrétisée via le biais d'un accord mondial, comme je le disais en introduction. Sauf que, une fois qu'on s'est dit ça, on a ces fameux ODD, mais qui, quelque part, ne couvrent qu'une partie de la RSE, avec une interface très, très importante, évidemment. Mais notre politique RSE, on l'a souhaité un peu plus large qu'uniquement sur les ODD. Et en fait, pourquoi on est parti sur la raison d'être? C'est parce que EDF a publié sa raison d'être l'année dernière, hein, autour des 4 thèmes, préservation du climat, neutralité carbone, engagement citoyen autour d'employeurs responsables. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte, comme vous le disiez, qu'il y a un foisonnement d'actions autour de ça, mais que ce n'était pas très lisible. Alors, ni de l'externe, ni de l'interne. Et en fait, catégoriser, architecturer une nouvelle stratégie RSE nous permet de catégoriser l'ensemble des actions qui sont réalisées et de montrer tout le poids que peut peser un groupe comme le nôtre sur des thèmes vraiment prépondérants. Voilà, donc on a vraiment souhaité catégoriser ça parce que on avait multitude d'actions, hein, parce que ce que va vous évoquer Lucas tout à l'heure peut se démultiplier à l'aune d'une centrale nucléaire, d'un site de production thermique, mais pas que, autour des activités de la précarité énergétique, notamment de la direction que peut mener la direction commerce. Et en fait, on était un peu perdu dans tout ça en disant on fait plein, plein, plein de choses, mais à quoi on le raccroche finalement par rapport à notre stratégie de groupe. Et la raison d'être, pour nous, c'était vraiment l'élément fondateur du groupe et fondamental qui nous permet de raccrocher en fait l'ensemble de ces items et de les catégoriser. Voilà. Et en fait, on a tous maintenant, c'est décliné dans tous les territoires. Et en fait, on mène, nous, en tant que pilote de la RSE, un travail de cartographie de toutes les actions qui sont menées dans chaque entité pour pouvoir dire, bah, voilà ce qu'on a fait sur le territoire Grand Est sur toute l'année 2020. Avec les actions y compris de notre fondation. Et quand on fait des bilans en fin d'année et que ça nous permet d'aller voir nos parties prenantes externes, eh bien, on est capable d'appuyer en disant, voilà, sur tel thème, voilà ce qu'on a fait cette année, pourquoi on l'a fait et quel objectif on visait. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question de manière... Oui, vous avez parfaitement répondu. Merci beaucoup. Une autre question? Non? Eh bien, écoutez, du coup, je vais laisser plutôt la main à Lucas et Sabine qui vont parfaitement vous montrer le beau site de KEMS. Hein. Alors, désolé que ce ne soit pas en physique, mais au moins, vous aurez certainement des belles images de ce site. Voilà, et de toutes les actions qui sont faites pour la biodiversité. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci Laetitia. Merci, Donc, je prends la parole. Donc, Lucas Husson, moi, je suis le directeur de l'agence de développement territorial d'EDF Hydro. Qui s'appelle Une rivière, un territoire, Vallée du Rhin. Donc on est spécifiquement situé sur l'ensemble des aménagements situés sur le Rhin. Je vous présenterai un peu plus tard ce que c'est que ce programme Une rivière, un territoire, parce qu'il existe depuis 2012 côté EDF Hydro. Donc je vais vous présenter globalement ce qu'est l'hydroélectricité en France, les moyens de production qu'on peut avoir côté EDF en France, vous présenter spécifiquement le Rhin, et je vais donc m'essayer à l'exercice de visite virtuelle du site de KEMS. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je vais faire ça en virtuel, donc on va essayer de faire ça au mieux, de façon la plus intéressante possible.
N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, on va essayer de faire pas l'exercice, mais évidemment, on va être contraint par l'aspect virtuel de la chose. Ah, je vais vous partager mon écran sur notamment la présentation qui est préparée. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la présentation préparée, présentée Oui. avec le bienvenu? Oui, eh ben bienvenue. Donc le parc d'EDF Hydro en France, qu'est-ce que ça représente en fait sur l'ensemble de la production qu'on peut avoir? En gros, on est à 20% de la capacité globale de production qu'on peut avoir en France. Ça, c'est le parc global de production d'EDF Hydro, de manière générale en France, entre ce qu'on va appeler des aménagements de lacs. Donc vous imaginez bien, hein, on va faire des grands réservoirs et on va utiliser la puissance de l'eau pour la turbiner, ou des aménagements plutôt dits au fil de l'eau, comme on a sur le Rhin. Et vous voyez bien le terme en fait, de l'eau qui va courir et qui va traverser une turbine qui va tourner pour pouvoir produire de l'électricité. Et aussi, c'est ces capacités d'éclusée où on joue sur les niveaux de retenue qu'on va lâcher pour pouvoir produire l'électricité, ou ce qu'on appelle une STEP, c'est station de transfert d'énergie par pompage, où on a 2 bassins, et c'est la seule capacité qu'on a à l'heure actuelle de pouvoir stocker de l'énergie. C'est ces STEP où on va turbiner de l'eau entre un bassin supérieur et un bassin inférieur, et l'eau va être remontée du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsqu'on n'a pas besoin de produire cette électricité pour pouvoir garder la capacité. En gros, sur la production que ça représente, ça va faire un peu plus de 40 TWh de production d'électricité. C'est à peu près 10% de ce qu'on va produire en moyenne côté EDF France. De manière générale, en France, l'hydroélectricité, si on prend l'année dernière, par exemple, on était autour de 13-14% de production. Parce qu'il n'y a pas que EDF qui a ces moyens de production, mais voilà, de manière générale, il faut bien voir qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, dont la première énergie renouvelable est l'hydroélectricité, ça représente un quart de la consommation des énergies de l'électricité consommée par les Français. Hein, le rapport de la Creux qui est tombé récemment montre que c'est 26%. Voilà, à peu près des énergies renouvelables, dont 14% d'hydroélectricité. Donc, c'est bien la première des énergies renouvelables, avec un parc de 433 centrales qui date de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle, avec une puissance qui va donc on exploite partout, hein, de la petite hydraulique, la moyenne hydraulique, jusqu'à la grande hydraulique. 1800 MW, c'est le barrage de Grand Maison, qui est la centrale la plus puissante qui existe en France et voire en Europe. Au passage, je vous conseille le reportage qui est sur un replay sur RMC Découverte à l'heure actuelle sur le génie français sur les grands barrages. Il vient juste de sortir sur Serponçon, Grand Maison et Romanche-Gavet. Donc vous aurez des explications détaillées sur ces grands barrages et sur ces grands travaux. Et vous irez plus dans le détail finalement que ce que je vais pouvoir vous expliquer aussi aujourd'hui sur des aménagements qui ne sont pas les nôtres, parce que là, nous, sur le Rhin, on va être au fil de l'eau. L'énergie hydroélectrique, la grande avantage qu'elle a, c'est qu'elle est mobilisable tout de suite. C'est-à-dire que vous avez de l'énergie qui est stockée dans les lacs de montagne, et si on en a besoin pour venir compléter, il suffit d'ouvrir une vanne et elle va tomber dans la turbine quelque part et elle va produire de l'électricité. Ce qui offre une souplesse et pouvoir répondre tout de suite et maintenir un équilibre global qu'on peut avoir sur l'ensemble du réseau. On doit toujours maintenir une tension permanente et également une fréquence, hein, sur le réseau qui doit toujours être la même. Et pour ça, il faut qu'on puisse jouer, entre guillemets, sur nos moyens de production. Et c'est là où va venir jouer l'hydroélectricité pour venir équilibrer le réseau et pour pouvoir jouer très facilement et de façon très souple sur l'équilibre du réseau. En janvier, il y a eu un événement qui a posé problème au niveau de l'Europe de l'Est sur des fréquences, un problème de fréquence où on était descendu en dessous de 50 Hz. Une partie du réseau a été coupée. Et pour pouvoir réussir à mettre en place et retendre le réseau, on a mobilisé les moyens hydroélectriques notamment pour vite rétablir cette fréquence sur l'ensemble du réseau.
Voilà, donc cette grande souplesse, c'est un avantage indéniable. Au-delà de la production d'énergie renouvelable, c'est aussi cette capacité à pouvoir répondre tout de suite. Et au-delà de ça, eh ben, forcément, comme on va gérer ces ressources en eau pour la production d'électricité, on est aussi garant de ce qu'on appelle le multi-usage de l'eau, c'est-à-dire qu'au-delà de la production d'électricité, cette eau, elle va servir aussi bien, alors on va parler de la navigation, mais aussi tout ce qui est soutien d'étiage, à l'agriculture, à la sûreté. Et donc, EDF se retrouve finalement au cœur de tout ça, sur ce multi-usage de l'eau, et à gérer à la fois la chèvre et le chou pour finalement réussir à produire de l'électricité renouvelable, mais aussi garantir l'accès à l'eau à tout le monde. EDF Hydro sur le Rhin. Alors voilà, je vous affiche la carte. Je vous ai parlé de moyens de production. En gros, si vous retenez 40 TWh de production globalement sur une année sur le parc EDF Hydro, le Rhin, on est autour de 8 TWh. Donc on est sur 20% de la production hydroélectrique en France, c'est le Rhin, ce qui en fait la première vallée en fait, de production hydroélectrique pour EDF en France. Elle est constituée en fait finalement. EDF sur le Rhin, c'est l'histoire, si vous voulez. C'est-à-dire que au sortir de la guerre de 14-18, le traité de Versailles, alors on a un peu manœuvré pour quelque part, octroie à la France le droit de produire de l'énergie, produire de l'électricité à partir de la force motrice de l'eau. Et en fait, à partir de là, on va sortir des cartons, les plans qui avaient été échafaudés et qui commençaient à voir le jour dès la fin du 19e siècle et début du 20e siècle pour mettre en place le Grand Canal d'Alsace et détourner finalement l'eau pour pouvoir, sur un bras, aller produire de l'électricité. Pour produire de l'électricité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire tourner un aimant dans un aimant. Et ça, c'est un rotor dans un stator, pour parler plus techniquement. Et pour ça, il y a plusieurs moyens de le faire. On utilise la force de la vapeur en faisant chauffer finalement de l'eau par de l'énergie thermique, qu'elle soit nucléaire ou plus classique sur du gaz ou du charbon. Ça peut être, vous faites tourner finalement un arbre avec de l'énergie éolienne par exemple. Et sur l'eau, bah, c'est le cours de l'eau, c'est le fil de l'eau qui va venir nous faire tourner cette eau. Et donc on va détourner l'eau du Rhin pour venir faire ça. Les problèmes essentiels qu'on avait sur le Rhin étaient aussi des problèmes de navigabilité depuis le début du 19e siècle. Et donc, l'aménagement pour pouvoir maintenir la navigabilité du Rhin, qui est un principe édicté depuis le début du 19e siècle, suite à la chute notamment de l'Empire napoléonien, fait que on va faire d'une pierre deux coups. On va construire le Grand Canal d'Alsace, on va produire de l'électricité et on va assurer la navigation. Donc on adjoint à chacune des centrales des écluses pour pouvoir assurer cette navigation. Et ce Grand Canal d'Alsace, il va être construit au fur et à mesure. Il y a une question? Non, je continue. Ce Grand Canal d'Alsace, il va être construit au fur et à mesure. Et Kems, on va tout de suite aller visiter, et le premier ouvrage, en fait, qui va être construit entre 1928 et 1932. Il est au tout début de ce Grand Canal d'Alsace. Et donc, l'aménagement, de manière générale, c'est donc l'usine de production de Kems avec ces 6 groupes de production, mais aussi le barrage qu'on appelle dit barrage mobile, qui va en fait détourner le Rhin pour créer ce Grand Canal d'Alsace qui va de Kems à Vogelsgrün et qui va permettre d'aller turbiner. Alors, sur Kems, on va turbiner jusqu'à 1400 mètres cubes par seconde. Il faut que vous ayez en tête, comme valeur chiffrée, le débit nominal du Rhin, il est autour de 1000-1050 mètres cubes par seconde en moyenne, avec des crues qui peuvent monter. Alors, les très grosses crues, là, on monte jusqu'à 6000 mètres cubes, elles sont relativement rares. Les crues qu'on a eues récemment, là, on était à 3000 mètres cubes seconde, par exemple. Voilà, mais nos usines sont en capacité de turbiner jusqu'à 1400 mètres cubes par seconde. Alors, je vais vous emmener vers cette visite virtuelle. Hop là. Voilà. Donc là, vous voyez, si tout se passe bien, ça, c'est pas voulu. Voilà. Attends. Ah, voilà. Donc là, c'est le site de Kems. Donc, vous êtes à l'aval de ce site de Kems avec, justement, là, vous voyez
le fameux Rhin canalisé. Donc c'est le grand canal d'Alsace avec le site de Kems. Donc si on se déplace vers le site de Kems, vous voyez là, donc là on est à l'aval de l'aménagement. Tout en haut de l'aménagement, vous voyez en haut là écrit Énergie électrique du Rhin. En fait, c'était le nom de la société qu'avait constitué René Coquelin, donc qui avait échafaudé les plans du Grand Canal d'Alsace et de ses usines de production. Et donc cette usine, inaugurée en 1932, a été construite et élaborée par René Coquelin dans le cadre de sa société qui s'appelait Énergie électrique du Rhin. Elle a été évidemment rattachée ensuite à EDF, EDF qui provient directement de la nationalisation et du regroupement de l'ensemble des moyens de production d'électricité en 1946 pour reconstruire suite à la Deuxième Guerre mondiale. Kems, c'est aussi, donc là, ce que vous voyez, c'est le centre de conduite et de surveillance du Rhin. En fait, les différents aménagements que je vous ai présentés, qui vont constituer l'ensemble de la chaîne du Rhin, de Kems jusqu'à Strasbourg, Gamsheim, Iffezheim, tout au nord de la chaîne du Rhin, ils sont téléconduits, c'est-à-dire que derrière, on va gérer l'ensemble de ces ouvrages sur un centre de surveillance et on va adapter la production en fonction de la consommation qui est prévue. Donc pour ça, on a des ordres de marche, si vous voulez, qui fait que ces opérateurs vont pouvoir prévoir la production qui va être faite le lendemain et le surlendemain en fonction de la météorologie. Hein, là, nous, sur Kems et sur le Rhin, on est sur ce qu'on appelle un régime nival. Hein, on provient directement de l'eau, on récupère l'eau qui vient directement des montagnes de la Suisse. Mais il y a aussi la pluie, il y a les fontes, et donc on va pouvoir voir ces débits qui vont arriver, voir la production qu'on va devoir adapter aussi à la consommation. Voilà. Ce centre de conduite, c'est aussi un centre de surveillance parce que derrière, on va suivre chacune des usines, chacun des paramètres qu'on peut avoir pour voir si tout se passe bien sur les moyens de production, si on n'a pas de défauts qui vont arriver, suivre ce qu'on appelle des précurseurs également dans ces domaines-là. Et tout ça est vu au niveau de ce fameux CCSH. Ce que j'aime à dire, c'est que on est en mode usine 4.0, industrie 4.0, parce que vraiment tout est téléconduit et tout est télésurveillé sur l'ensemble du Rhin à partir de CCSH. On rentre maintenant dans la salle des machines. Alors, cette salle des machines, elle est plutôt impressionnante. Hein. C'est 160 mètres de long, 18 mètres de haut. On va avoir 6 groupes de production à l'intérieur, tous identifiés par une couleur différente, avec une architecture un petit peu style art déco, hein, qui avait été voulu à l'époque et qui a été maintenue. Et en fait, là, vous avez tous ces groupes de production où derrière, vous avez le haut de l'arbre, finalement, qui est relié directement à la roue, qui va être entraîné par le débit de l'eau du Rhin. Si on rentre un petit peu plus dans ces turbines, voilà, vous rentrez directement là dans ces turbines avec là ce qu'on voit finalement, on a l'arbre avec le rotor à l'intérieur qui va tourner dans le stator qui est tout autour. Pour vous donner un ordre d'idée, on est autour de 5,50 m, 6 mètres de diamètre, hein, voilà, sur ces arbres de production. L'ensemble de la production de Kems, on est autour de 800-900 gigawattheures. C'est 2 fois la consommation de Colmar, pour vous donner un ordre d'idée, qui vont être produits sur une année sur Kems. Voilà. Et si on revient un petit peu en amont, donc là on est en amont, en fait, là c'est l'eau qui arrive directement, qui a été déviée par le barrage et qui arrive directement sur la centrale. Sur la centrale. Alors ce que vous voyez là, en fait, c'est ce qu'on appelle un dégrilleur, voilà, directement, parce que comme c'est la première centrale qui va arriver sur le Rhin et qu'on arrive avec le cours d'eau qui provient de la Suisse, on va récupérer directement aussi tous les débris et tout ce qu'on peut récupérer qui va venir des Alpes, qui vont être charriés, qui ne vont pas forcément être récupérés. Et derrière, beaucoup de branchages
vont être récupérées donc dans ce qu'on appelle des dégrilleurs, qui sont des grilles très très fines, qui vont maintenir en fait la capacité de charge pour que les 1400 mètres cubes seconde maximum puissent être turbinés, et on vient gratter pour empêcher finalement ces éléments de bloquer. Et donc là, on va remonter en amont, et en remontant en amont, on va aller vers les écluses. Donc comme je vous ai dit, hein, chaque élément de production est adjoint d'une écluse, forcément, pour pouvoir faire passer les bateaux, parce que à partir du moment où on a coupé la navigation en mettant un moyen de production d'électricité, il faut les faire passer à côté. Et il y a un principe édicté donc par le fameux traité de Vienne de 1815 qui dit que la navigation est libre et gratuite sur le Rhin, elle ne doit pas être interrompue. Donc on assure la navigation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec sur l'ensemble des moyens de production. Donc en fait, de Kems à Strasbourg, c'est EDF qui va assurer la navigation en faisant passer les bateaux dans des écluses à double sas. Vous voyez, toujours à double sas, parce que ça va nous permettre d'assurer la maintenance d'un sas et de continuer à assurer cette navigation. L'ouvrage encore plus en aval, qui est situé à Gamsheim, qui est un ouvrage franco-français, franco-allemand, pardon, excusez-moi, et qui est exploité par une société qui s'appelle Serga, qui est de responsabilité française. C'est Voies navigables de France qui assure la navigation, qui assure l'exploitation de l'écluse. Et l'ouvrage encore plus au nord, donc toujours un ouvrage franco-allemand, cette fois qui est plus dirigé côté allemand, c'est WSA, qui est le VNF allemand qui va s'en occuper. Si on regarde au niveau des portes d'écluse, alors là, on est vraiment sur la porte aval de l'écluse. Ce sont les vannes les plus importantes qu'on peut avoir côté EDF Hydro, malgré le fait d'utiliser et de devoir gérer des vannes de production sur des gros barrages. Elles font quasiment 600 tonnes, hein, ces portes aval, pour assurer la navigation. Pour faire très simple, on est sur 190 mètres de long sur un sas d'écluse, 24 mètres de large, et la hauteur, on est en moyenne, elle est sur une vingtaine de mètres d'hauteur d'eau. Je vous montrerai la vue tout à l'heure de l'intérieur. Et les bateaux, ils vont passer, et avec l'éclusier qui fait passer ces bateaux tout au long de la journée. En gros, on a une soixantaine de bateaux, 50-60 bateaux qui passent par jour. Kems, c'est 12 000 bateaux par an. Sur Strasbourg, on a plutôt 20 000 bateaux par an. Mais là, vous voyez que derrière, directement en amont, c'est le port de Bâle. Et donc, il y a un rôle stratégique que vont jouer ces écluses et qui ne doivent pas être coupées, parce que sinon, on va couper directement l'arrivée des bateaux à Bâle. Et vous voyez tout de suite l'impact économique que ça peut avoir, quoi. Et donc, pour ça, c'est l'éclusier qui, depuis son poste de commande, va pouvoir piloter les écluses. Et donc, maintenant, on est avec des moyens de pilotage informatique, hein, évidemment, sur faire rentrer de l'eau, ouvrir les portes, et il va télésurveiller et voir l'ensemble de la navigation depuis son bureau. Et je vous l'avais promis, du fond de sas de l'écluse vide. Donc là, on est dans une cathédrale, hein, on est quasiment en dessous de 20 mètres de béton. Vous voyez là ces grandes bulles, ces grandes ouvertures, qui sont les endroits par lesquels l'eau va pouvoir rentrer ou sortir, suivant qu'on veut faire monter ou descendre le bateau. Et ce sont des vannes qui vont permettre d'ouvrir pour faire rentrer l'eau ou évacuer l'eau de la façon la plus calme possible, parce que le bateau doit pouvoir passer. Un grand sas comme ça, le passage d'un bateau, comptez autour d'une demi-heure. Voilà, hein, c'est ce qu'il faut compter à peu près pour faire passer un bateau dans ces grands sas qui contiennent 60 000 mètres cubes d'eau. C'est quelque chose d'assez énorme, avec une pression, là, comme je vous disais, de 1000 mètres cubes seconde derrière les portes pour pouvoir assurer finalement l'étanchéité du sable. Et donc, pour permettre à cette eau d'arriver dans l'usine et vers les écluses, il y a ce qu'on appelle un barrage, dit barrage mobile, qui est situé au niveau de Kems, voilà, qui est situé 6-7 km en amont au niveau de la centrale électrique, et qui est constitué de 5 passes où on va réguler finalement le débit qui va passer dans le Grand Canal d'Alsace, qui est d'un côté, et dans ce qu'on appelle le Rhin naturel, hein, où va être située la frontière, et on va gérer ça avec les différentes passes de l'écluse. Donc là, vous voyez finalement, là on est vers l'amont, là on est vers Huningue, vers Bâle,
Et quand on se tourne, voilà, vers... Et en dessous, là, en aval, on est vers ce qu'on appelle le Rhin naturel, dit le vieux Rhin. Et on va gérer avec les passes, voilà, vous le voyez, là, l'eau, voilà, on gère plus ou moins le débit qui doit rester dans ce Rhin naturel. Alors, on en reparlera tout à l'heure, et Agnès pourra vous en parler aussi, finalement, dans nos responsabilités au niveau de la gestion de l'eau. C'est-à-dire que on ne peut pas se permettre de mettre toute l'eau vers la production d'électricité. Il y a toujours ce qu'on appelle un débit réservé qu'on doit garantir, qui est lié finalement à notre concession autour de Kems, où on doit garantir ce débit dans le Vieux-Rhin pour permettre la biodiversité, hein, la vie, à savoir les poissons, mais également l'alimentation de la nappe phréatique et tous ces éléments. Donc, on s'assure finalement, via le barrage, d'avoir le bon débit réservé, assez d'eau au niveau du Vieux-Rhin, de l'eau pour produire de l'électricité, et en cas de crue, donc le CCSH que je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, on va gérer aussi ces niveaux d'eau pour éviter, donc l'aspect sûreté, hein, je vous parlais du multi-usage de l'eau, pouvoir gérer le fait de mettre en eau des polders, et là on travaille directement avec Voies navigables de France et le CARING qui est situé à Kems, et les services de l'État pour pouvoir gérer la mise en eau de polders, pour pouvoir absorber finalement une vague de crue qui peut arriver, pour éviter que quand on n'est pas sur le Rhin canalisé, notamment au niveau du Rhin moyen en Allemagne, on absorbe la vague de crue et les terres ne soient pas inondées. Là, vous vous retrouvez sur la coursive qui est située au-dessus du barrage. Ces armoires oranges, là, vous voyez, c'est tous les automatismes qui vont permettre au CCSH, dont on a parlé tout à l'heure, de gérer ces vannes et ces débits. Et on est bien sur un barrage, regardez, transfrontalier, parce que là, ce que vous voyez, Deutschland, France, enfin, voilà, on est au milieu du barrage et on est sur la frontière, en fait, tout simplement. Alors, vous pouvez y aller en vélo, hein, quand vous allez sur Kems, vous pouvez faire une balade en vélo et traverser, alors on va dire en temps normal, parce qu'avec les temps de Covid, c'est peut-être compliqué, et traverser à pied cette frontière par en dessous, au niveau du barrage, et arriver directement là sur le côté allemand. Là, vous êtes au-dessus du barrage, avec la vue en amont vers Bâle, Huningue, et de l'autre côté, voilà, vers l'aspect plus, là, le Vieux-Rhin, et là, ce dont on va parler maintenant, ce qui est la centrale K, parce que, en fait, dans les actions qu'on a mis en place, notamment au niveau du prolongement de la concession de Kems, on a mis en place des actions de renaturation. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'Agnès va vous en parler plus précisément tout à l'heure. Ce qu'on appelle de l'île du Rhin. Donc, l'île du Rhin, c'est finalement cette bande de terre qui est entre le Grand Canal d'Alsace et le Vieux-Rhin, où on rend l'eau par le barrage. Et en fait, pour pouvoir renaturer cette branche-là, on a remis en eau un vieux bras du Rhin en remettant tout ce qui était biodiversité. Et on a profité, comme on remettait en eau, on a mis une centrale parce qu'on ne va pas perdre de l'énergie pour turbiner cette eau et pour pouvoir produire de l'énergie. Elle produit en gros la capacité d'une ville de 7000 habitants, cette centrale K, sur une année, avec un débit maximum qui peut être turbiné de 90 mètres cubes par seconde. Donc si on peut rentrer dedans, voilà, alors ça c'est des choses que si on n'avait pas fait en virtuel, on ne pourrait pas faire. Hein. On rentre finalement dans le groupe avec là un bâtard d'eau qui va ouvrir et va permettre l'arrivée de l'eau dans ce groupe qui derrière va être turbiné et pour produire l'énergie directement. Et on y a évidemment adjoint, comme sur la plupart de nos ouvrages, des passes à poissons pour permettre aux migrateurs de remonter le cours d'eau. Donc voilà globalement pour la visite virtuelle de la centrale. Je vais revenir sur ma présentation. Je vous disais, Kems, au début du Grand Canal d'Alsace,
le Grand Canal d'Alsace qui va aller en fait jusqu'à Vogelsgrün. Et après, donc les accords vont faire que, on va après arrêter le Grand Canal d'Alsace et faire des aménagements, ce qu'on appellera en feston, où à chaque fois il y a un barrage, une usine de production et une écluse, et on retrouve un accès commun finalement au Rhin entre l'Allemagne et la France. Parce que là, sur cette partie qui est canalisée, là, qui est plus au sud, l'Allemagne n'a pas accès à cette branche canalisée à la navigation. Donc là, elle peut retrouver accès à la navigation et ça a permis également de remettre un peu des actions d'alimentation de la nappe phréatique avec des barrages agricoles et autres éléments. Mais c'est pas que c'est la production d'électricité, comme je vous disais. On a le côté un petit peu plus économique, finalement, qui va venir jouer parce qu'on est un acteur majeur du territoire. Si je vous donne un exemple, en gros, ça c'était sur 2019, on est à 55 millions d'achats qu'on va faire juste pour les usines du Rhin sur l'ensemble de nos ouvrages pour tout ce qui est maintenance. Donc quand je dis ouvrage, je parle des usines, je parle des canaux et je parle des écluses. Et on cherche à maximiser cette part auprès des entreprises locales. Donc, on est à peu près à un tiers des achats qu'on fait vraiment auprès des entreprises locales sur les travaux de maintenance et d'exploitation qu'on peut faire à l'heure actuelle sur à la fois la navigation, je vous en ai parlé, mais la navigation dit également des programmes de modernisation de nos écluses. En gros, le programme de modernisation des écluses, c'était quasiment 100 millions d'euros sur la période 2012-2022. Donc voilà, donc si au maximum on arrive à faire des retombées économiques sur le territoire alsacien, ça va nous aider à développer le territoire et l'attractivité du territoire. Donc ça, je vous en ai parlé. On a tout un vaste programme aussi de rénovation de nos turbines. Donc je vous ai dit KEMS, hein, c'est 1928 le début de la construction, 1932 la fin de la construction. Ça va faire un siècle, donc il faut renouveler, il faut faire des grosses actions de maintenance de nos turbines. Donc c'est des chantiers qui vont durer quasiment 18 mois, où on sort entièrement la turbine. Là, vous la voyez sortie de donc ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la salle des machines, avec les pales qui viennent prendre l'eau, qui vont faire tourner le rotor dans le stator, et tout ça, il faut qu'on le sorte entièrement, qu'on le révise entièrement, quitte à faire des ajouts de matière aussi, parce que l'eau qui vient taper toujours sur les pales, ça use à force. Donc voilà, c'est des chantiers de maintenance, des gros chantiers de maintenance, où on a validé là, sur les 20 prochaines années au moins la rénovation de 16 groupes turbines. Derrière, donc cette responsabilité, elle se traduit aussi par des actions environnementales. Donc, chacun de nos aménagements est pourvu d'une passe à poisson pour permettre la remontée des migrateurs, notamment à Strasbourg et à Gerstheim, où on va investir sur les passes à poissons. Viennent ensuite la Markosheim et Rhino, plus en amont, où la construction des passes à poissons a été inscrite dans le plan de relance de l'État et qui vont nous coûter 80 millions d'euros à mettre en œuvre dans les 5 années à venir. KEMS avec la réserve naturelle à la passe à poissons, je vous en ai parlé et Agnès va redétailler les actions environnementales. Mais derrière, on travaille aussi, vous voyez par exemple, là c'est la restauration des milieux naturels sur les anciens bassins des mines de potasse d'Alsace au niveau de Fessenheim, où on travaille avec le territoire pour permettre cette restauration, la remise, j'allais dire, pouvoir avoir accès à l'eau pour pouvoir remettre en place tout un écosystème sur une terre de plus de 100 hectares, dont 35 qui représentaient les anciens bassins des mines de potasse d'Alsace. Et derrière, ce que l'on cherche à mettre en place également, donc c'est ce dont je m'occupe, c'est l'agence Une rivière, un territoire. En fait, c'est travailler ce développement territorial pour aller plus dans le détail. Je vous ai dit, à l'heure actuelle, on est à un tiers des achats qui sont réalisés en Alsace. On cherche à densifier, via l'agence Une rivière, un territoire, notre panel de connaissances
des entreprises du territoire pour pouvoir répondre à nos besoins, pouvoir répondre à nos chantiers d'exploitation, nos chantiers de maintenance, sur notamment la rénovation des turbines qui vont arriver ou sur la modernisation des sas d'écluse. Donc pouvoir densifier notre panel pour pouvoir faire appel à ces entreprises, mais c'est aussi favoriser l'innovation, donc toujours dans les domaines eau, énergie, environnement. Et donc là, en fait, l'agence Une rivière, un territoire est partenaire des systèmes d'innovation finalement qui sont présents en Alsace, en travaillant avec la DIRA, mais également en étant au cœur de ces écosystèmes pour être mis en relation avec les entreprises innovantes, les startups des domaines eau, énergie, environnement. Et on a un dernier axe qui est un fonds d'investissement qui nous permet de soutenir la création d'emplois des entreprises qui sont en croissance dans les domaines eau, énergie, environnement. Donc à l'heure actuelle, sur l'ensemble du programme Une rivière, un territoire, donc, qui existe depuis 2012 côté EDF Hydro, on a contribué à créer près de 500 emplois via le fonds d'investissement Une rivière, un territoire, en faisant des prêts participatifs qui vont entre 30 000 et 300 000 euros. Ça va dépendre de l'entreprise quelque part, mais ça nous permet d'être à côté de ces entreprises et de leur dire qu'on y croit. Mais donc ça rassure aussi les autres organismes financiers qui vont prêter à ces entreprises et qui vont permettre d'aller au-delà et de créer de l'emploi. Donc c'est vraiment les outils qu'on a mis en place côté EDF Hydro, donc via cette agence de développement territorial, pour densifier notre tissu de connaissances des entreprises industrielles et innovantes des domaines eau, énergie, environnement et aider à leur croissance. En fait, on est vraiment sur l'attractivité du territoire et notre rôle de service public via la création d'emplois. C'est vraiment ce leitmotiv. Et derrière, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi valoriser notre place dans l'histoire et dans la connaissance du Rhin en faisant de la pédagogie sur notre activité, mais aussi sur tout ce qui est écologie, sur l'importance de l'eau, l'importance de l'énergie et des économies d'énergie. Et en fait, notre présence territoriale le long du Rhin va nous permettre tout ça. D'ailleurs, on a un des axes qui est côté agence qui va parler, alors j'y vais directement, alors ça c'est KEMS, voilà, qui est directement lié au tourisme, en fait, pour aider à créer de l'emploi sur le Rhin et aider à diffuser ces messages d'économie d'énergie, de préservation de l'environnement et de tout ce milieu naturel. Et donc, pour aider à développer le tourisme le long du Rhin, qui est un des axes de travail de l'agence, on a mis en place une action qu'on a appelée les Trésors du Rhin. Alors, j'ai un petit film, je ne vais pas vous le passer parce que ça va être compliqué, et puis j'ai déjà beaucoup parlé, je suis déjà limite en retard. Mais pour vous parler de ça très vite, en gros, sur l'agence, les axes de travail qu'on a co-construits avec le territoire, qui sont les énergies renouvelables, la sobriété en eau et le tourisme sur le Rhin, on investit ce tourisme sur le Rhin via l'action des Trésors du Rhin, qu'on a mis en place en 2020 sur le site de KEMS, c'était le week-end du 15 août, et qu'on renouvelle cette année, donc pareil sur KEMS, mais aussi qu'on va faire sur le centre Alsace, où derrière, une chasse au trésor ludique et virtuelle, parce qu'on va s'appuyer sur sur une application sur smartphone, et on va pouvoir jouer, à apprendre autour du Rhin et à se motiver pour apprendre les énergies renouvelables, apprendre l'environnement, apprendre sur notre patrimoine et tout ce qu'on a en Alsace, sur ce côté qui est un peu moins connu, ce pan est finalement de l'Alsace, où quand on pense à Alsace, on pense plus maison à colombage, cave, charcuterie, mais pas forcément le Rhin. Et donc l'idée était vraiment de développer le tourisme autour du Rhin, parce que c'est aussi, encore une fois, de la création d'emplois autour du Rhin. Donc si je vous parlais du 15-16 août 2020, en gros, on a pu mobiliser et à la fois les politiques pour venir dans le cœur de l'usine. On a fait des visites guidées de nos installations pour expliquer. Et donc là, malgré la crise, on avait encore
la possibilité de faire du présentiel. Et on a fait quasiment près de 1000 personnes qui sont venues sur le week-end, sachant qu'on fait entre 3000 et 4000 personnes par an sur l'ensemble de nos ouvrages. Donc c'était quelque chose d'assez considérable pour expliquer l'hydroélectricité, expliquer l'énergie aux plus jeunes comme aux plus vieux et l'importance des économies d'énergie. Cette chasse au trésor, elle a été faite à la fois en vélo le long des aménagements, en remontant aussi vers Nifer. Donc là, vous voyez le smartphone où on pouvait suivre finalement toute une chasse au trésor et répondre aux différentes questions, en vélo ou à pied. Et dans la cour finalement de l'usine, on avait installé aussi des stands avec des villages, avec des entreprises du territoire juste à côté de Kems, à la fois une guinguette, mais à la fois un fleuriste, à la fois un producteur de miel, à la fois de quoi manger, et tout ça en local. Et en grande période de Covid, ça a fait du bien finalement à ces boîtes de permettre d'avoir une activité, parce que le secteur événementiel et le secteur touristique a été particulièrement touché par la crise. Et donc, on était à leur côté pour pouvoir les aider à les mettre en avant et à faire de l'activité. Voilà, donc ça, c'est tous les villages. L'entreprise avec laquelle on a travaillé sur l'application pour le smartphone, c'est une start-up de Mulhouse qui s'appelle Cricou. Donc, on a vraiment travaillé en local et c'est notre cible. Avec une guinguette, évidemment, flamme. Et là, on fait dans le local, dans la cour de l'usine. C'est la première fois qu'on faisait vraiment ça dans la cour d'une usine EDF. Et voilà, en remontant, voilà, parce que là, on se retrouve autour de Nifer et du canal de Huningue, parce que sur le grand canal d'Alsace, on ne pourra pas se faire ces activités nautiques. Donc, on a permis à faire des activités nautiques en été, en travaillant avec la Fédération de pêche et l'initiation à la pêche également, et tous les messages qui vont avec et qui ont été diffusés par la Fédération de pêche du Haut-Rhin. En permettant aussi à Voies Navigables de France, qui est un partenaire durable d'EDF, parce qu'on est tous les deux exploitants de la voie d'eau sur la navigation, et on essaye vraiment de promouvoir au maximum l'utilisation de la voie d'eau pour tout ce qui est transport de marchandises, et mettant 4 fois moins de CO2. On a des valeurs communes qu'on met en avant, et donc c'est un partenaire durable, j'allais dire, à la fois pour le développement territorial et pour la mise en œuvre de la navigation. Évidemment, on en a profité pour mettre en lumière nos aménagements. En travaillant là aussi, c'est avec TSE qui est basé sur Mulhouse. Et donc voilà, tout un ensemble de partenaires qu'on a pu mettre en avant. Et ce sur quoi on renouvelle cette année avec finalement 4 parcours. Il y en aura 2 autour de Rhino. Donc ils vont s'appeler Petit Foxy et Grand Foxy. Parce que c'est la mascotte au niveau de l'office de tourisme de Rhino, et 2 autour de Kems, toujours pareil, avec Nifer et la petite Camargue alsacienne, donc qui s'occupe de cette partie renaturée au niveau de l'île du Rhin. Les parcours vont être ouverts entre le 30 avril et le 30 septembre. Cette fois, on n'est plus sur un one-shot juste sur le 15 août. Et on travaille avec les offices du tourisme pour mettre en avant pareil, les commerces locaux et l'activité locale pour pouvoir faire cette activité. Donc, il y aura un site, trésorduRhin.fr. Je vous invite à faire ces parcours de découverte et à redécouvrir autrement le Rhin en famille sur les week-ends qui vont arriver, qui vont être beaux là, entre avril et septembre. Voilà. Je passe tout ça, c'est tout ce que je vous ai dit. De toute façon, je passerai la présentation à Pauline. Voilà, pour moi, j'en ai terminé. Je vais passer la main à Agnès, qui va maintenant nous parler des actions qu'on a pu mettre en œuvre justement autour de la renaturation et de la remise en eau lorsqu'on a mis en œuvre finalement le prolongement de la concession de Kems. Et toutes ces actions qu'on a pu mettre en œuvre autour de ce qu'on a appelé le Petit Rhin et de la Camargue alsacienne. Agnès, je te laisse la main. Ok, bonjour, donc moi je me présente, je suis Agnès Barillier, je travaille au centre d'ingénierie hydraulique du DDF et j'ai piloté et fait les suivis de toutes les actions de renaturation
sur l'île de Kems. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez ou pas? Oui, oui, très bien. Tu peux passer en mode présentation. Comme ça, c'est bon? Ah, ouais, là on voit juste le truc, ouais, diapositive suivante. Ouais. Agnès, on ne t'entend plus. Je pense qu'on l'a perdu. Ouais, je pense aussi, ouais. Il faudrait que j'arrive à lui envoyer un message. Comment est-ce que je vais faire ça, moi? Peut-être, Lucas, si le temps qu'Agnès revienne, Mm. est-ce qu'il y a quelques questions peut-être Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez des questions en attendant qu'Agnès revienne, tu peux essayer de lui faire un SMS, Sabine, je suis désolé. Et puis moi, je vais essayer de répondre à vos questions si vous en avez autour de la présentation de Kems ou de l'agence. C'est toujours la première question, la plus difficile. Du coup, je vais me lancer. En tout cas, merci pour la présentation. Je suis assez impressionné en fait par tout ce que vous faites dans une logique aussi d'ancrage territorial. Et j'ai peut-être une question. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'histoire sur ces sites et sur le développement d'EDF. Donc c'est vrai que EDF, on peut se dire que c'est pas une entreprise classique entre guillemets comme les autres liées à cette histoire-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une entreprise entre guillemets complètement privée pourrait faire complètement la même chose, bien qu'aujourd'hui vous soyez quasiment une entreprise complètement privée, ou est-ce que quand même l'impact des collectivités a un impact fort sur votre stratégie? En tout cas, est-ce que le poids de l'histoire, vous le sentez encore dans la manière dont vous développez votre stratégie RSE, ou est-ce que finalement vous vous dites qu'aujourd'hui n'importe quelle entreprise privée pourrait faire ce que vous faites? Alors, c'est pas forcément le poids de l'histoire, comment dire ça. Laetitia a parlé tout à l'heure de la raison d'être du groupe EDF. Au-delà d'une phrase ou je sais pas moi, d'un leitmotiv, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. C'est plus la notion de service public qui est chevillée au corps des agents EDF, si vous voulez. Alors, je pense que on est plus sur la culture d'entreprise, hein, pour le dire autrement, qui fait que là, en termes de culture d'entreprise côté EDF, on a cette notion de service public qui fait que on sait que, alors, ça peut paraître surprenant, hein, mais notre premier devoir sur le Rhin, par exemple, c'est pas produire de l'électricité. C'est étonnant, hein, mais ça va être faire passer les bateaux. Faire passer les bateaux et puis assurer la sûreté, parce que ça serait bien que la plaine d'Alsace, elle soit pas et qu'elle soit pas inondée. Et ça va passer avant la production d'électricité. Est-ce qu'un groupe 100% privé aurait la même réaction ou pourrait faire la même chose? Ça va dépendre de la culture d'entreprise de ce groupe 100% privé. Après, je ne sais pas si je suis totalement objectif en disant, bah non, c'est le grand capitalisme qui voudra d'abord à 100% faire de l'argent. Et puis, on va turbiner au maximum et puis rien à faire de mettre de l'eau sur la renaturation. D'ailleurs, l'OFB a fait condamner récemment une entreprise qui avait mis je ne sais plus où c'est, hein. Ils avaient mis une planche pour détourner un petit peu le cours d'eau et puis pour turbiner au maximum, en fait. Et là, je crois qu'ils ont 2 ans pour rétablir, et puis ils sont privés de produire de l'électricité pendant 2 ans. Mais il y en a qui l'ont tenté, si vous voulez, de produire plus et de faire ça plus. Donc, c'est pas forcément le poids de l'histoire, si vous voulez, mais c'est plus la responsabilité de service public qu'on peut avoir et cette volonté de faire cette gestion du multi-usage de l'eau pour à la fois produire de l'électricité
mais aussi assurer la navigation, assurer la sûreté, assurer l'étiage, donc assurer le refroidissement, parce que ça va servir. Le long du Rhin, on a énormément d'industriels qui servent du Rhin comme source froide, parce que le débit est suffisant pour refroidir des process industriels. Et derrière, il faut assurer le débit. Et on est derrière tout ça. Et ça ne se sait pas et ça ne se voit pas. Est-ce qu'une entreprise 100% privée pourrait faire ça? Dans sa gestion, j'allais dire, de priorité, elle serait peut-être différente, oui. Voilà. Et du coup, j'ai peut-être une question corollaire. Merci en tout cas. Et c'est vrai que du coup, ce qui est intéressant, parce que si on prend le prisme de l'économie de la fonctionnalité, qui est un modèle sur lequel on accompagne, on parlerait justement de fonctionnalités, d'effets utiles que vous menez, qui vont au-delà de juste la production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, vous vous financez, parce que vous avez du coup un service varié, on va dire, faire passer le Rhin. Aujourd'hui, finalement, est-ce que ça, c'est rémunéré d'une certaine manière aussi par ailleurs, tous ces services-là que vous amenez, ou finalement, la rémunération d'EDF se fait in fine sur la production quand même de l'énergie renouvelable? Non, la navigation est libre et gratuite sur le Rhin, donc on ne se rémunère absolument pas là-dessus. Les seules rentrées d'argent qu'on peut avoir, c'est soit des subventions qui pourraient arriver parce que c'est des projets d'ampleur européenne ou nationaux. Je vous parlais des passes à poissons de Barcolsheim-Merino, où on se bat pour aller chercher ce type de subventions, parce que ça ne viendra pas naturellement, pour nous aider à mettre en œuvre ces grands travaux, ou derrière, c'est directement par nos fonds propres, hein, tout simplement, nos fonds propres de vente d'électricité et de services. Enfin, c'est tous les fonds d'EDF au niveau du groupe, quoi. Mais voilà, ça fait partie de nos missions. Derrière, c'est des missions qui ne sont pas rémunérées. Sur le Rhône, on appellera ça des missions d'intérêt général. Nous, on n'appelle pas ça comme ça. Ça fait partie de nos responsabilités, point. Et donc, on le fait. Voilà. Mais ce n'est pas rémunéré. Et d'ailleurs, alors, là, on n'est pas bon, hein. Je le dis tout de suite. On n'est pas bon parce qu'on ne le valorise pas assez, clairement. On pourrait plus le valoriser. Mais voilà. Agnès est revenue parmi nous. Je vous propose Oui, de je suis laisser. désolée. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vais essayer de vous repartager l'écran du coup, en espérant que ça fonctionne. Je vais peut-être toucher le moins possible de choses. Ouais. Donc là, quand je fais ça, vous avez la présentation ou pas? Ouais, ça y est, c'est bon. Et puis laisse-la comme ça. Et puis, ouais, je vais la laisser comme ça. Ouais. Ok, donc du coup, je vous parle de la restauration écologique du site de Kemps, autour de la centrale, mais juste un petit peu avant. Donc, je vais simplement vous faire un petit topo pour vous dire que la biodiversité, c'est un sujet sur lequel EDF est actif depuis très longtemps. Puisque dès dans les années 60, il y a eu la création du laboratoire d'hydrobiologie de Montereau, et puis voilà, qui a commencé à travailler sur les écosystèmes aquatiques, sur la connaissance des milieux aquatiques. En 2005-2006, on a lancé une politique biodiversité, puis après, qui s'est enrichie depuis les années 2010, avec des feuilles de route biodiversité, des engagements pour la stratégie nationale sur la biodiversité, et tout dernièrement, l'engagement d'EDF dans Act for Nature. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, tous nos ouvrages, comme vous l'avez vu, sont très en lien avec les milieux naturels, notamment en hydroélectricité, où on va être proche de milieux naturels d'intérêt sensible et avec une forte biodiversité. Et ça concerne aussi bien les milieux aquatiques que les milieux forestiers, terrestres, etc. Donc, quand on a des projets, on commence toujours dans un déroulé de projet qui commence, quel que soit le projet, depuis l'étude d'opportunité jusqu'à la restauration écologique, donc jusqu'aux travaux. On a toutes des phases où on associe les environnementalistes, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont internes à EDF, qui travaillent sur le sujet pour essayer de regarder quelles sont les sensibilités des milieux dans lesquels on intervient, quelles sont les opportunités, etc. Et donc, ils accompagnent les équipes projets tout au long de ce développement-là.
de manière à ce que le projet soit le mieux intégré possible dans l'environnement dans lequel il est. C'est des difficultés pour ça aussi, c'est que ça prend très longtemps en fait, hein, et notamment à partir du moment où on a compris qu'on a bien construit le projet, il faut ensuite encore plusieurs années pour avoir les autorisations administratives et la réalisation. Donc, on s'engage dans un processus long. Typiquement, pour le projet de KEMS, c'est un processus qui a duré plus de 10 ans. Hein. Voilà. Donc, sur l'île de KEMS, quelque part, ça a été un terrain d'expérimentation parmi d'autres sur lequel on a engagé énormément de R&D en parallèle des actions qu'on a faites. Juste pour vous donner les grandes lignes du projet, ici vous avez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais donc le barrage de Kems est ici, à la frontière entre la Suisse, la France et l'Allemagne. Et puis l'usine de Kems est là, quelques kilomètres en aval. Et le barrage dérive l'eau dans le Grand Canal d'Alsace, hein, comme on vous l'a expliqué, et laisse un débit dans le Vieux-Rhin. Voilà. Les actions du projet environnemental, elles ont concerné la migration piscicole, comme ça a été évoqué, alors à différents endroits, hein, ici au niveau du barrage et des écluses, au niveau de l'île de Kems, entre l'île et le Grand Canal, et également en rive gauche et en rive droite, parce que c'est relativement large. En rive droite, on a une passe à mammifères aquatiques, donc à castor, qui a été installée. Ici, sur la rive gauche, c'est plutôt des passes à poissons. On a des actions dont je ne vais pas vous parler qui visent à restaurer la biodiversité du Vieux-Rhin. Alors, à travers l'augmentation du débit réservé au Vieux-Rhin et sa modulation saisonnière et journalière, donc ce qu'on a appelé le débit écologique, et également à travers des actions d'érosion maîtrisée des berges, c'est-à-dire de redynamisation un petit peu des équilibres alluviaux du Vieux-Rhin en différents endroits sur les 50 km jusqu'à Brisac. Voilà, on a différents sites en noir sur la carte, là où il y a des actions de restauration écologique plus ponctuelles liées à l'érosion maîtrisée. On avait aussi des actions qui étaient en Suisse de restauration écologique, de contribution à la renaturation écologique d'un certain nombre de cours d'eau, dont la Vise. Mais là, on est plus intervenu en tant qu'accompagnateur plutôt qu'en tant que concepteur. Et là, je vais vous parler de la grosse action qui concerne l'île de Kems, qui se situe ici, avec la réalisation du Petit Rhin et la renaturation de cette île. Alors, cette île, donc toutes ces actions se sont réalisées dans le cadre du renouvellement de la concession hydroélectrique de Kems qui s'est déroulé de 2006 à 2010. En 2008, EDF était propriétaire donc le barrage est ici, hein, le Grand Canal de Vieux-Rhin, et la moitié de l'île de Kems était occupée par un champ de maïs exploité donc sur des terrains qui appartenaient à EDF. Ce qu'il faut savoir, c'est que les déficits fonctionnels, je ne vous ai pas expliqué, mais les déficits fonctionnels, quand on a fait notre étude d'impact du renouvellement de la concession de Kems, on a démontré, nous puis des chercheurs, que les déficits fonctionnels et écologiques du Rhin étaient liés à des travaux d'endiguement qui avaient eu lieu au 19e siècle hein, et qui étaient donc antérieurs à la concession hydroélectrique. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à avoir un projet de restauration globale en nous disant c'est pas parce que les gros déficits sont liés à ces endiguements, il faut qu'on puisse travailler avec une vision globale de tout ça, de tout le secteur et pas juste au niveau de notre aménagement. Donc c'est pour ça qu'on a développé le projet d'érosion maîtrisée et qu'en parallèle on a travaillé aussi sur des parcelles qui nous appartenaient pour essayer d'aller plus vite dans la restauration écologique des milieux et des espèces, dans l'accueil de nouvelles espèces. Donc, de 2010 à 2012, on a quelque part travaillé à la conception de la renaturation de ce champ. Ce champ, il fait 100 hectares, donc c'est assez énorme.
y a pas de projet, à l'époque, il n'y avait pas de projet de cette ampleur-là, enfin, à notre connaissance en France, hein, donc c'était quelque chose d'assez énorme. Et on a décidé de réalimenter, de recréer une rivière dans ce champ, de refaire passer un débit. Alors la rivière, elle fait quand même 7 mètres cubes par seconde, ce qui est pas, c'est déjà une grande rivière, parce que ça nous permettait de recréer des milieux un peu humides, qui pouvaient servir à des espèces aquatiques, bien sûr, et notamment au saumon. Et ça nous permettait aussi de recréer des milieux humides, des roselières, des prairies humides, etc. Voilà, c'était notre espace rêvé un petit peu, c'était ce genre de milieu qu'on voulait recréer au niveau du champ. Alors, on a travaillé pour ça avec des bureaux d'études spécialisés, bien sûr, et on a travaillé aussi avec la réserve de la Petite Camargue alsacienne, qui est locale, enfin qui est à côté, et qui a trouvé là une opportunité de s'étendre en fait sur des nouveaux terrains par rapport aux terrains qu'ils avaient précédemment. Voilà, donc ce projet-là, il a nécessité énormément de procédures administratives, hein, depuis enfin, voilà, de plusieurs années. Et c'est quelque chose qui est assez lourd et qu'il faut bien anticiper quand on fait un projet. Je ne m'étends pas sur le truc, mais globalement, on a commencé à réfléchir au projet en 2008, on a eu les autorisations en 2013 et on a commencé les travaux en 2014. Alors, les travaux, quand on regarde en 2012, la période 2012-2015, une fois qu'on avait les autorisations, il fallait, comment dire, végétaliser les 100 hectares hein, que vous voyez ici, il fallait anticiper en mettant en production les quantités de végétaux qu'on allait planter. Donc on a récolté des graines localement avec la Petite Camargue alsacienne. On a travaillé avec des pépiniéristes et on a mis en production les arbres, les arbustes, les saules, les plantes herbacées, les roseaux, etc. Donc ça, c'est un travail qui a duré 3 ans pour avoir suffisamment de matériaux pour ensuite végétaliser nos 100 hectares. En parallèle, en 2013-2015, c'est la réalisation du chantier, où donc on a, sur l'ensemble de l'ancien champ de maïs, on a recréé les chenaux pour faire passer le Petit Rhin, la rivière on l'appelle le Petit Rhin, et on a remodelé le terrain de manière à ce qu'on puisse avoir des zones qui seront plutôt humides, des zones qui seront plutôt sèches, ouvertes, boisées, etc. Donc c'est des travaux qui ont, on a mobilisé 400 000 m3 de déblais remblés dans un premier tronçon et 11 000 m3 dans un tronçon 2 qui est un tronçon en forêt dont je ne vais pas vous parler, mais on n'a rien évacué, on a tout remodelé sur place. Et une fois que les terrains étaient remodelés, on a pu ensuite planter tous ces végétaux qu'on avait mis en production. Voilà, donc pardon. Voilà, donc du coup, en termes de réalisation, donc on a mis pendant 2 ans, on a planté, on a mis en eau au départ le Petit Rhin de manière provisoire tant que la centrale K dont on vous a parlé Lucas, tant que cette centrale K n'était pas fonctionnelle, n'était pas mise en service, on ne pouvait pas alimenter le Petit Rhin autrement que par un système de siphon. Ce qu'on a fait à partir de septembre 2014, ce qui a permis la mise en eau et qui a permis du coup que les plantations de roselières notamment, qui sont tout au long du Petit Rhin, puissent se développer. On avait besoin de l'eau. Les siphons ont été arrêtés quand la centrale a été mise en service et à ce moment-là, on a une alimentation depuis la centrale et les ouvrages de migration piscicole. Donc, si on résume, la dernière culture de maïs a eu lieu en 2008. On est resté en friche pendant 3 ans, le temps de concevoir le projet et de toutes les études nécessaires au préalable.
2013, les débuts des terrassements, 2014, mise en eau du chenal et fin des plantations en 2015. Et depuis, on fait des suivis naturalistes qui montrent l'exceptionnel, enfin, je veux dire, la très grande rapidité de colonisation des espèces du site, voilà, que ce soit les oiseaux, les reptiles, les batraciens, les insectes, il y a eu tout de suite, même avant la fin du chantier, les premiers milieux qui étaient finis ont été colonisés tout de suite. Voilà, et donc on continue de suivre maintenant ce site et on le suit d'une part parce qu'on est confronté à des problématiques d'espèces exotiques envahissantes qui, comme dans tout milieu pionnier, viennent s'installer, elles sont les premières à venir. Et pour éviter qu'elles pénalisent la fonctionnalité des écosystèmes qu'on a recréés, on est obligé d'avoir une gestion de ces sites. Alors au départ, on avait une gestion mécanisée. Alors c'est pour une réserve, parce que maintenant ce site est inclus dans la réserve la petite Camargue alsacienne. Pour une gestion mécanisée, c'est quand même un problème. Donc du coup, on est allé plutôt vers de l'éco-pâturage dirigé, avec des chèvres et des moutons pour la partie qui est ici, là, sur la plus grande partie de l'île. Et il y a une autre partie où c'est avec des chevaux, et là, c'est géré par la petite Camargue alsacienne. Voilà, et on montre que cette gestion par les moutons et les chèvres, alors c'est des espèces un peu spécifiques, permet de bien lutter contre les espèces exotiques envahissantes. Alors les moutons plutôt pour les herbacées et les chèvres plutôt pour les ligneux. Et ça nous permet de maintenir les milieux, laisser le temps aux écosystèmes de prendre leur maturité. Et je pense que dans un temps, d'ici quelques années, on aura moins besoin d'entretenir l'ensemble des espaces par ces moutons et ces chèvres. Voilà, donc là, on en est à... Voilà, vous avez ici des exemples du milieu tel qu'il est maintenant, donc avec le petit Rhin dans sa partie un peu aval avant de se reconnecter au vieux Rhin ici. Vous avez des espaces qui sont lotiques, lentiques, en forêt qui représentent des milieux humides. Et on a des milieux terrestres qui sont extrêmement riches en termes de biodiversité maintenant. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Globalement, on en a fini avec les présentations, donc voilà. Les questions n'hésitez pas, on est là pour essayer d'y répondre. Bon, c'est toujours la première question la plus difficile, alors je vais continuer. J'avais déjà eu l'occasion de voir une intervention d'une personne d'EDF sur les questions de biodiversité, et c'est évident que vous avez une compétence interne très très forte sur le sujet. Je voulais savoir si du coup cette compétence, c'était des compétences que vous utilisiez dans d'autres cadres que des projets internes, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir accès à une telle compétence, quoi. Alors, dans d'autres cadres que pour l'interne, oui, ça peut nous arriver, mais pas souvent, on va dire. Pour des projets concrets, on va intervenir. Alors, pour des collectivités, ça nous est arrivé sur des projets pour des collectivités. À l'international, quand on développe des projets sur des partenariats, avec d'autres partenaires également. Voilà. Et sinon, on a aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais on a un service de R&D qui est très important et qui, lui, va travailler en partenariat avec d'autres laboratoires, l'INRAE, l'OFB, des universités, etc., quoi. Mais en tant que prestataire, finalement, c'est assez rare. Voilà. Après, en tant que prestataire, c'est vrai qu'il me semble que j'avais eu l'occasion de le voir dans le cadre du Business Act Grand Est. C'est vrai que ça permet aussi de faire... vous avez des sites sur lesquels il y a des possibilités d'expérimentation, mais ça permet aussi de faire avancer, on va dire, la connaissance
et les connaissances sur les questions de biodiversité. Donc, c'est peut-être aussi en termes d'implication dans des projets de recherche ou Oui. vraiment dans la logique de création de connaissances, quoi. Oui, tout à fait. Là, oui, c'est plus là-dessus qu'on va être associé sur des projets. On parlait avec VNF, par exemple. On est en train de travailler. Voilà, et on a des projets communs sur de la restauration, sur des aspects R&D plutôt. Ouais. Expérimentation. Merci beaucoup en tout cas à toute l'équipe. Merci Lucas, Agnès, Laetitia et Sabine aussi plus en back-office. Voilà, de mon côté, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci de nous avoir comme projeté sur le site de KEMS. Malgré les circonstances, je trouve que c'était assez réaliste, même derrière nos écrans. Donc voilà, je vous envoie tout à l'heure un lien à tout le monde. Merci également aux 34 participants d'avoir été avec nous. Je vous adresserai, avant de vous quitter, un lien pour que vous puissiez nous donner votre avis sur cette matinée et sur cette visite. Je vous présente, avant de vous quitter aussi, nos futurs événements. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer Vous le voyez? Ouais, oui, Ok. c'est bon. Donc, nos prochains événements qui font un petit peu le lien avec cette visite ce matin, puisqu'on a beaucoup parlé de biodiversité. On a un partage d'expérience, la biodiversité, mon entreprise et moi, qui aura lieu le 13 avril, toute la matinée chez Rico, avec le témoignage de Rico Industrie France et de l'entreprise Helm Bachet. On aura également l'expert, qui est une association biodiversité pour tous, pour creuser un petit peu plus ce sujet de la biodiversité. On aura ensuite le 21 mai après-midi la visite de Karen Barenko sur également leur démarche RSE, et ils ont également beaucoup d'actions en lien avec la biodiversité. Donc, c'est un semestre assez riche sur cette thématique-là. Et puis, pour finir le premier semestre 2021, un format plutôt petit déjeuner, 90 minutes pour s'inspirer sur le thème de comment motiver ses équipes selon le profil et la personnalité de chacun. On aura le témoignage d'entreprises comme ProEasyPrint et Groupe Enjoy Events qui nous parleront d'un outil qui s'appelle l'Ennéagramme pour motiver selon les personnalités. Et l'événement aura lieu proche de Colmar. On sera accueilli par le collectif Hors du commun. Voilà, de mon côté, je reste à votre disposition pour échanger sur le réseau, la RSE, etc. Je vous adresserai également les présentations de ce matin. Et voilà, je vous adresse également le lien pour le questionnaire de satisfaction dans le chat. Et je vous remercie. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes si vous le souhaitez pour rester ensemble, poser vos questions, discuter. C'est avec plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci à tout le monde en tout Merci cas. beaucoup. Merci. C'était très bien. Excellente journée, au plaisir. C'était virtuellement intéressant. C'est compliqué de faire une visite virtuelle. Gérant le timing. Vous avez assuré. Merci. Vous avez assuré. Et le système était vraiment super, super intéressant. Donc, on s'y croyait. Non, mais ce même type d'outil, en fait, vous pouvez le mettre dans un casque de réalité virtuelle, en fait. Ouais, Donc, c'est un site internet, on le met directement sur le téléphone, en plein écran, et puis dans le casque, et puis on se promène. C'est ce que je disais à mon assistante juste avant. Je dis, il manque plus que le casque de réalité virtuelle pour regarder partout, et on y est, quoi. C'est possible. Ça viendra. On peut même descendre à 20 mètres de profondeur donc là c'est parfait. Parce que je me suis posé la question, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai déjà vu le site en vrai et je viens voir par curiosité comment c'est en virtuel. Donc je lui ai posé la question, est-ce qu'il était allé au fond de l'écluse? Mais on a déjà réussi, quand on a fait les actions de co-construction de l'agence de rivière et territoire, j'avais amené mon groupe de co-construction au fond de l'écluse de Rhino justement.
Et c'est... alors, on dirait pas comme ça, c'est que du béton, hein, c'est 200 mètres de béton sur 12 ou 24 et un peu moins de 20 de haut, mais c'est impressionnant en fait. C'est impressionnant de se dire qu'il y a 1000 mètres cubes secondes qui arrivent contre la porte parce que au-delà de le voir, il y a forcément des petites fuites. Donc vous voyez l'eau qui arrive et vous vous dites, et si ça pète? Mais si ça pète, quand je vous ai dit que ça fait pas une demi-heure à monter, en fait ça va super vite. Et voilà. Donc, non, c'est impressionnant, ça a un côté impressionnant. En tout cas, merci beaucoup. Excellente journée et au plaisir. Merci de même. Au Merci. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Du coup, je vous laisse aussi. Je suis désolée pour le petit loupé là, je ne sais pas Ouais, ce y a qui pas s'est de passé. souci. J'ai pu prendre des questions en attendant, Agnès. Donc, Ouais, merci très bien. beaucoup, en tout cas, de ta disponibilité et de ton aide. Je t'en Voilà, prie. parce que, voilà. Et c'est toi qui as toute cette connaissance. Donc, voilà. À bientôt alors. À la Merci. prochaine. Merci Au beaucoup, revoir. Agnès. Au revoir. En tout cas, effectivement, c'est pas un exercice facile et c'était vraiment très intéressant. Donc, je pense que Pauline vous donnera les résultats du questionnaire, mais je pense que pour le coup, les gens ont apprécié et il y a quand même eu pas mal d'inscrits, ce qui n'est pas évident pour une visite virtuelle. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant et comme dit, moi, je découvre à chaque fois un peu plus des espaces. On se verra encore, je pense, la semaine prochaine, du coup, ensemble, Lucas. Oui. Mais c'est vrai que tout ce que vous faites est méconnu, Oui. je pense. Et je vais noter la date pour les visites en vélo parce que moi, je suis dans le Haut-Rhin, donc je pense que j'irai faire du vélo avec mon fils à Rhino, ou pas trop loin en tout cas, mais je trouve ça sympa le principe. Ouais. Alors, l'avantage, c'est que c'est plat. Non, on y pensait aussi parce qu'on se dit, ça serait bien qu'on développe cette activité aussi pour les personnes à mobilité réduite. Il y a peut-être quelque chose à faire. Comme c'est plat, ça peut faciliter l'accès et on a peut-être quelque chose à faire. On a très bien travaillé avec l'Office du tourisme de Rhino, qui a proposé des parcours, qui a mobilisé les commerçants et tous les parcours sont sécurisés finalement. Parce qu'il y a des routes qui passent aussi, mais on a fait des parcours justement pour passer de façon sécurisée pour pouvoir les faire en famille. On se posait la question d'aller vers Markolsheim aussi ou autre, mais ça, justement, non, c'était trop risqué. Donc, on est resté sur ces parcours autour de Rhino pour pouvoir faire ce jeu. Et c'est ce qu'on veut, c'est vraiment ce côté ludique pour pouvoir dire, voilà, on va apprendre en s'amusant le long du Rhin, quoi. C'est l'idée. Et après, j'ai peut-être une question, mais qui est annexe, mais par rapport à tout ce qui est petite hydroélectrique, parce que là, c'est vrai qu'on parle d'infrastructures énormes, etc. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes actif, donc sur les cours d'eau un peu plus petits? Oula, oui. C'est-à-dire que, alors vous entendrez souvent parler de péréquation tarifaire pour le fait que votre électricité, vous la payez le même prix que vous soyez au fin fond du Finistère, en Corse ou à côté de la centrale de Cattenom, par exemple. Mais il y a une péréquation qui est faite aussi quelque part sur les moyens de production d'électricité. Et on est responsabilisé en tant que centre de coût sur nos moyens de production. L'électricité sur le Rhin, c'est au fil de l'eau. Ça coule en permanence depuis quasiment un siècle. Donc, vous voyez, le niveau de rentabilité est un peu meilleur que sur des petits cours d'eau où il faut pouvoir avancer dessus, etc. Donc, on fait de la petite hydraulique. Et la question, c'est comment est-ce qu'on la fait? Donc, dans cette logique de développement durable, finalement, pour que l'énergie qu'elle produit revienne globalement à un coût compétitif et ne nous coûte pas trop cher, mais globalement par rapport à l'ensemble des moyens de production. La question que vous posiez tout à l'heure sur les intérêts entre du public et du privé, hein, pour faire très simple, si vous avez une société qui est responsabilisée juste sur un cours d'eau et pas sur le reste, elle va s'en foutre du reste. C'est-à-dire que si demain vous coupez EDF et puis vous dites tu t'occupes juste du Rhin, la petite hydraulique, elle va tomber. Donc, c'est-à-dire que, parce que qu'est-ce qui est rentable? Ces moyens qui sont rentabilisés de grandes hydrauliques qui sont présents sur le Rhin. Mais au plus près des territoires, on a besoin de quoi? L'énergie, elle se transporte, mais elle ne se transporte pas si bien que ça, et elle ne se stocke pas. Donc, on a besoin des moyens de production au plus près à chaque fois. Et on a besoin de ce maillage territorial. Donc, c'est globalement qu'on a besoin de cette hydroélectricité. Ces 433 barrages, ces moyens au fil de l'eau. Là, on a parlé du Rhin, mais on exploite aussi sur le Doubs, donc le Doubs franco-suisse et puis d'autres moyens de production. Donc, on est sur tous ces moyens de production en fait, d'hydroélectricité, globalement en France, avec un équilibre global sur la souplesse de production et sur la rentabilité économique, sur
on va investir quoi, pour où, pour maintenir les moyens en bon état et en lien avec le territoire, au plus près du territoire à chaque fois. Donc là, on est sur la grande hydraulique sur le Rhin. Je vous parlais du fonds d'investissement dont je m'occupe côté Une rivière, un territoire. Je suis en contact avec des entreprises qui travaillent plutôt sur de la petite hydraulique, des petites turbines, et on va voir s'il y en a des moyens de les aider à se développer. Mais c'est plus sur de la petite hydraulique à ce niveau-là. Mais donc, on travaille vraiment sur tous les moyens de production. Catherine Fraunhofer était là tout à l'heure. On travaille avec l'ENGES, qui a un projet d'hydrolienne, par exemple, voir comment est-ce qu'on peut les accompagner, mettre en place un site, un démonstrateur en fait pour leur projet d'hydrolienne. Enfin voilà, donc tout ça, ça nous intéresse. Ok. Et vous adjoignez à ça donc le sujet dont on parle la semaine prochaine, qui est l'hydrogène, où on se pose la question de l'hydrogène, oui, mais seulement de l'hydrogène vert, produit à partir d'électrolyse sur une énergie renouvelable pour qu'on soit donc vraiment sur de l'hydrogène vert. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit faire un démonstrateur? Est-ce qu'on peut faire des démonstrateurs sur le Rhin avec nos puissances de production? Sachant que la question n'est pas forcément technique, pour moi, à mon avis, mais c'est plus sur un équilibre global, sur l'administratif, notre capacité à faire, l'implantation dans un écosystème global. Et puis la question, c'est comment est-ce qu'on développe globalement le système? Et là, c'est Sabine qui sera meilleure que moi pour en parler, entre l'amont et l'aval. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de... Enfin, il nous faut qu'on ait la demande, il faut qu'on ait l'aval pour être sûr d'avoir l'amont à créer derrière, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair. En tout cas, hâte d'avoir cet échange-là, intéressant. Et voilà, toujours heureux d'apprendre un peu, toujours un peu plus sur vos politiques, parce que c'est vrai que c'est ce qui est aussi intéressant. Et on voit aussi ce qui est intéressant avec un groupe comme le vôtre, c'est qu'il ne se repose pas sur des acquis, quoi. Ça veut dire c'est qu'il y a quand même une remise en permanence, une remise en question sur ces pratiques.